Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. La recette douanière était à la hausse au mois de juillet 2019. Selon le directeur général des douanes, Romel Bell, plus de 4,5 milliards de gourdes ont été collectées au cours de cette période. Alisha Morancy a remporté l'édition 2019 de Miss World Haiti. La finale de ce concours de beauté a eu lieu le week-end dernier. La gagnante aura à représenter le pays à la 69e élection de Miss Monde qui se déroulera à Londres, au Royaume-Uni, le 14 décembre 2019. Plus de 90 groupes armés opèrent sur tout le territoire. C'est ce qu'a révélé un membre de la commission de démantèlement, de désarmement et de réinsertion CNDDR. Jean Rebelle d'Orsena a fait savoir que ces bandes sont supportées par plusieurs secteurs. M. d'Orsena invite ces gangs à déposer leurs armes afin qu'ils puissent être réinsérés dans la société. Nous-mêmes, dans CNDDR, nous identifié pendant le montée. Nous avons une équipe qui est supportée par un groupe secteur privé, un groupe qui est supporté par un groupe monde qui est dans le Parlement toute qualité. Parce que nous, dans la zone, nous demandons des informations. Il y a ça, nous, il y a des gens qui sont proches pour qui parlent avec eux. Tout ça, je ne sais pas si ils parlent, mais cependant, ils parlent avec eux. Il y a là-dedans, nous connaissons. Il y a des négociations qu'on a faites. Son gros monde dans le pays a créé les négales, dit négales pas négocier avec nous. Pas négocier ou pas négocier, tant ni. On vit ça. Moi-même, personnellement, je vis ça. Nous-mêmes, dans CNDDR, nous identifions, nous gardons. Le plus gros problème qui est dans le pays d'Haïti, le plus gros problème, ce n'est pas le problème de M. Camille, c'est le Caban Cartouche. C'est le plus gros bagage. Non, journée, nous avons pour le riche. Et puis, sortant de vendre 75, 20 000 cartouches, nous avons tiré de tous côtés. Cartouche à gauche, cartouche à droite. Non. Et c'est dans les oreilles malheureuses qui puis mal yo cartouche à sonner. Une société qui a construit, une société qui voulait aller vers l'avant, n'a pas obligé prendre. C'est pas dans Sénat pour. On l'autre monde bon, pas mentir ça. Et on connaît yo là, yo sur les terrains. On dit sur les gonzam non mon. Ou pas ministre pour mettre là un bout de bois là mon. Son bout de bois là bon. Comment vous avez fait pour moun lever? Pour choisir, c'est ça pour faire en société. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas, monsieur ça, il a des moyens. Il a un bel tennis, il a une belle chemise, il a un bel pantalon, mais il ne va pas quitter la caillou. Et pour sortir là pour le chapeau. Seule chance pour gagner, c'est CNDDR. CNDDR va regarder, il va regarder dans le niveau qui crime ont été fait avec l'autorité judiciaire. Et puis pour regarder si il y a rien dans la société, il y a un paquet de monde qui n'en donne. Les gens ne va pas faire avec eux, mais il y a une série de jeunes. On prend un jeune 14 ans, ils ont des âmes dans les mains. Les jeunes ne vont pas quitter le petit. On prend l'exemple de Bougoy, où il a parlé de lui dans Matissan. C'est un des meilleurs gens qui a représenté Haïti dans l'affaire football. C'est un meilleur gardien. Et il y a des gens qui connaissent le ballon bien, petit ça là. Je ne dis pas, regardez côté là, l'école. De toute façon, nous ne pouvons pas quitter eux. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas quitter perdu. Il y a des jeunes qui dans le quartier ne peuvent pas quitter eux. Parce que moi, ils sont très petits, ils sont très jeunes. Il faut qu'on ait qui fait pour eux. Oui. Moi, ou même qui a regardé là, ou même qui a attendu là, on a un grand pour faire. Bonne chance pour nous, si nous avons retiré les jeunes garçons, les jeunes filles, dans l'État, avec l'examen. 6 pans de 24 cartouches, 6 pans de beauté Kalachnikov. Dans l'actualité internationale, l'Amérique est en deuil. Elle pleure les parents d'un nourrisson, la sœur d'un des 2 tireurs, un oncle qui rendait visite à sa nièce. Au moins 7 Mexicains, donc 31 personnes, sont mortes lors de 2 fusillades aux États-Unis ce week-end. Elles ont également fait plus de 50 blessés. Ce que l'on sait de ces 2 fusillades au Texas et dans l'Ohio, en moins de 24 heures, 2 tireurs ont fait 29 victimes. Et pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau Richard Lumarque, expert en questions sécurité. Richard, bienvenue à Métro News. Merci Laurence, je suis heureux d'être là, comme toujours. Et salut à tous les auditeurs de Radio Métropole, les auditeurs fidèles
qui sont toujours là pour nous écouter. Bien sûr. Alors, Richard est ancien membre de la police aux États-Unis et nous, justement, nous allons parler un petit peu des États-Unis où 31 personnes sont mortes lors de 2 fusillades distinctes aux États-Unis ce week-end. Elles ont également fait plus de 50 blessés. Alors, ce que l'on sait de ces fusillades, il y en a une qui a été perpétrée au Texas et dans l'Ohio. Et en moins de 24 heures, 2 tireurs ont fait 29 victimes. Est-ce que ce genre de situation arrive souvent aux États-Unis? Ça arrive assez souvent aux États-Unis, malheureusement. On a plusieurs d'autres exemples très récents. Aux États-Unis, il y avait un cas pas trop loin de ça à Orlando, dans un nightclub, où un tireur est rentré dans un nightclub et beaucoup de personnes ont eu la malchance de perdre leur vie dans cet incident-là. Mais ce n'est pas seulement aux États-Unis, ça arrive dans d'autres pays à l'étranger. En New Zealand, il y avait un cas où un dérangé avait pris sa caméra, il a pris son arme à feu automatique et il est entré dans une église musulmane et il a tué tout ce qui était devant lui. La perception, malheureusement, et on peut faire un débat sur ça pendant des heures et des heures. Alors avec tous les justement, puisque auditeurs. ça relance le débat sur le port d'armes à feu, est-ce qu'on se dit que les pays qui sont un petit peu trop laxistes par rapport au port d'armes à feu, est-ce qu'il faudrait interdire? Est-ce qu'il faudrait durcir? Donc je ne sais pas ce que tu penses, toi. Si on va parler pour les États-Unis, ce sera quelque chose de très difficile à accomplir. Ils sont protégés par le 2e amendement de Right to Bear Arms. Et après ça, ils sont supportés par le National Rifle Association, le NRA, qui a des lobbyistes qui touchent bien pour empêcher qu'on attaque ce principe d'armes à feu aux États-Unis. Et en plus, culturellement, c'est un pays de cow-boys. Toute l'histoire des États-Unis a été faite de la guerre cow-boy contre Indiens, guerre civile et tout ça. Mais moi, j'essaie toujours d'évaluer ce cas-là avec quelqu'un qui veut être suicidaire, par exemple. On dit en anglais, where there's a will, there's a way. Si tu as vraiment la volonté de faire quelque chose, tu vas trouver une façon de faire ça. Maintenant que c'est plus facile d'attaquer les armes à feu, alors la population a tendance à penser que c'est à cause du laxisme. Et il n'y a pas de laxisme dans les armes à feu, je vais te dire bien. Aux États-Unis, si tu es policier, un policier va dans l'académie de la police pour 6 mois à 9 mois. OK? Tu as pris beaucoup d'entraînement, tu connais les lois, tu portes un arme tous les jours sur toi, chez toi, toute la nuit. Si tu vas acheter une arme à feu, parce que ça m'est arrivé, je vais acheter une arme à feu dans un dealer, je dois attendre un background check pour 5 jours. Même avec mon badge, ma pièce d'identité et tout ça. Tandis que quelqu'un qui a pris un cours de 2 heures de temps, okay, on lui donne un permis de port d'arme, un concealed weapon permit, il peut aller acheter l'arme à feu, on lui donne ça immédiatement. 9 mois d'entraînement, 2 heures de temps d'entraînement. Alors, ce n'est pas vraiment le système de background check qui, pour moi, est la solution du problème. Oui, il faut avoir un certain type de background check, mais les lois, des fois, n'ont aucun sens. Ce sont des lois politiques que je les appelle. On les passe pour calmer les gens de la population qui sont énervés à chaque fois un incident comme ça arrive. Mais comme je dis, si tu regardes l'incident de 9/11, les terroristes voulaient faire un acte, ils ont pris des gilets, des couteaux et 2 avions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va empêcher des avions de voler. Alors, pour moi, ce n'est pas ça vraiment le problème. Si tu regardes la psychologie de ces 2 incidents-là, c'est un jeune homme de 21 ans, au Ohio, il a même tué sa propre sœur. Okay? Et tu parles aux voisins, ils étaient des couples normaux, ils avaient des discussions comme tous les frères et sœurs. Personne n'aurait pensé que ce type-là allait aboutir à là. L'autre, c'est un extrémiste qui est un petit peu raciste. On a déjà trouvé des choses qu'il avait postées, un manifesto qu'il a écrit. Qui montre qu'il a des tendances racistes. Et il blâme le système parce qu'il ne peut pas trouver de travail, parce que les Mexicains, les immigrants viennent prendre le travail des Américains. Alors, plus la culture que tous les jours, tu es dans un groupe de personnes qui te disent white supremacy, les gens blancs sont supérieurs. Alors, il a grandi dans un environnement, il est devenu un raciste, un extrémiste. Mais ce sont 2 gens avec 2 cycles différents qui ont accompli le même acte. Si on n'a pas encore déterminé, ils ont trouvé ces armes à feu. Alors, je ne vais pas faire de commentaire sur ça, mais je sais qu'ils ont acheté légalement, qu'ils ont emprunté d'un ami ou qu'ils ont volé ça, c'est qu'ils avaient l'objectif d'accomplir cet acte-là bien avant. Ils ont planifié ça, ils ont calculé ça. C'était prémédité. Voilà. Alors, ils allaient trouver une façon, par exemple, en Europe, où il y a beaucoup de restrictions sur les armes à feu en France, il y avait un incident, qu'est-ce qu'il a pris? Un bus. Et un type qui a pris un bus, il a tué des dizaines de personnes avec une voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Interdire les bus en France?
Alors, c'est pour montrer aux gens de ne pas être prêts à blâmer les hommes à feu comme responsables de ce qui s'est fait. Un des plus grands actes de terrorisme après 9/11, c'était l'explosion du building en Oklahoma, de Federal Building. Le type, il a fait une bombe avec des engrais. Il n'y avait pas de C4, il n'y avait rien. Il a fait avec des engrais, il l'a mis dans une boîte, un camion, il a porté ça devant le building et 200 personnes ont été tuées à cause de ça. Il n'y avait pas d'homme à feu. Et il n'était pas musulman, il était blanc. C'est un sujet à débat, ouais, effectivement. Exactement. Bon, alors, revenons un peu chez nous. Est-ce que vous pensez que l'arrestation d'Arnel va apporter une amélioration au niveau sécuritaire en Haïti? L'arrestation d'Arnel, j'ai parlé à Wendell le même jour, je pense, aurait pu apporter un résultat si la police avait continué à suivre ce chemin d'attaquer les bandits. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient, comment on dit ça en français? Ils étaient en disarray, ils n'avaient pas vraiment de structure, tout le monde était un petit peu inquiet. Ils disaient, à ce moment-là, on doit trouver un autre leader, quelqu'un qui doit remplacer celui qui n'était pas là, on va questionner le deuxième en chef. Alors c'était le moment opportun pour la police qui aurait dû avoir une stratégie. Ça, pendant qu'on prend en air, il y a une autre équipe qui est en train exactement d'avancer sur les autres. Ça ne s'est pas fait. Bon, mais est-ce que les camions continuent à être détournés? Il y a des camions qui sont... Il y a toujours des problèmes, pas aussi souvent et aussi grands qu'avant, mais il y a toujours ces problèmes-là dans la zone de Grand Ravine. Okay? Quand tu essaies de passer par Mortissant, ça donne des problèmes. On a eu... j'ai appris d'un cas, bon, la police a fait une intervention, ils ont essayé de braquer un camion, il y avait des policiers sur les lieux, ils ont empêché ça. Mais jusqu'à avant-hier, il y a un jeune homme de la Unibank qui a perdu sa vie, il y a une infirmière qui passait dans la zone qui a été atteinte de projectiles, elle a perdu sa vie. Encore toutes mes sympathies et mes condoléances à tous les membres de la famille des victimes, parce que c'est vraiment un désastre. Et je suis vraiment désolé pour ce qui se passe. Mais c'est terrible. Selon la CNDDR, plus de 90 groupes armés opèrent dans le pays. Est-ce que ce n'est pas inquiétant selon vous? Je connais déjà la réponse, mais qu'en pensez-vous? J'aimerais savoir... Et qu'est-ce qui devrait être fait, en fait, pour démanteler ces gangs? Il faut faire la différence entre groupes armés et groupes armés qui causent des problèmes. Est-ce que la NDDR dit que ce sont des gangs qui sont dangereux, qui attaquent les gens, qui tuent les gens sans raison? Ça, c'est... Parce que on peut me considérer comme un membre d'un groupe armé. J'ai mon permis d'armes légal. Il y a plusieurs gens qui ont leurs armes à feu qui sont totalement légales. Ils font partie d'un groupe de personnes armées. Mais on ne va pas attaquer les gens, on ne va pas attaquer les camions. Allons dire les gangs alors. Bon, voilà. J'aimerais bien savoir où ils ont trouvé ces données-là. Mais depuis quelque temps, les gangs vraiment qui donnent des problèmes ont été identifiés. Ce sont les gangs de la Saline, les gangs de Grand Ravine. Et on n'entend vraiment pas parler beaucoup des gangs de Cité Soleil parce qu'apparemment ils ont une entente entre eux, il y a un pacte de paix. Et alors, ce n'est pas un problème pour le moment. Mais les gangs qui donnent des problèmes à la population, aux entreprises, et ce sont ces gangs-là de Grand Ravine, de la Saline, et Savin avait des problèmes avant lorsque Arnel était dans la zone, mais récemment on n'en a pas parlé de trop. Les problèmes qu'il y a sous la route nationale numéro 2, justement numéro 1, c'est au niveau de Orcaès, c'est quelque chose de politique qui a à voir avec les gens qui ne touchent pas. Ils prennent des camions pour bloquer les routes, pas pour les rançonner, pas pour les attaquer ou les tuer. Et ça se fait presque tous les jours. Dans le sud, il y a Tigouave, il y a Grand-Gouave, il y a Chalon, la même histoire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter Alors, tu vois, le problème des gangs, pour moi, il y a trois façons de tuer en Haïti, trois façons prédominantes de killings in Haiti. Le premier, c'est un manque de support social de la part du gouvernement qui aide à créer les gangs. Okay? Lorsque vous habitez dans un quartier pauvre, vous n'avez pas d'accès à de l'eau potable, pas d'école, pas d'infrastructure, pas de travail. Quelqu'un se présente avec une arme à feu et te dit, tu prends ce 9 mm là, tu vas pouvoir manger tous les jours. Alors, quelqu'un qui ne mange pas pendant 2 ou 3 jours a une dernière option, ils vont exercer cette option-là. Maintenant, tu prends cet homme-là, tu as une redevance envers celui qui t'a donné l'arme. Alors, c'est une des raisons, les gangs sont armés, ils se sentent en pouvoir et ils peuvent pouvoir détourner des camions, tuer personne avec impunité. Et ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, on tue beaucoup en Haïti, ce sont ce qu'on appelle guns for hire. Il y a des gens qui ont leur propre agenda, ils paient quelqu'un pour aller éliminer quelqu'un d'autre. Okay? Et
La troisième raison, c'est gang sur gang. Lorsqu'on a tous ces groupes armés, comme tu dis, il y a une question de territoire qui n'est vraiment pas définie. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gangs un en face de l'autre qui se tuent presque tous les jours. Okay? C'est vraiment les trois raisons qu'il y a pour toutes les tueries armes à feu en Haïti. Donc solution. La solution, c'est d'avoir une force de police adéquate qui a un système d'intelligence sur place qui peut identifier les risques. Le plus souvent, tu vois ces gangs-là, des fois, je parle à certains jeunes hommes qui ont tendance d'aller trouver un gang. J'ai parlé à un l'autre jour, un type de 23 ans, un jeune homme. Je lui ai dit, tu pourrais être mon fils. Qu'est-ce que tu fais là avec cette histoire-là? Tu veux envoyer des pierres sous des camions et rançonner des camions. OK? Mais quand tu le parles bien, en plus, il m'a parlé, c'était ta fête, demain, il n'avait pas d'argent et pour fêter avec ses amis, alors j'avais quelques monnaies, je lui ai donné ça. Mais j'ai pitié pour ces gens-là. Parce qu'un jeune homme comme ça, de 23 ans, aurait pu avoir une certaine éducation, quelque chose, un métier, quel que soit le métier, pour pouvoir vivre et pouvoir apprendre quelque chose. On ne leur donne pas ça. Alors, la seule personne qui leur offre quelque chose, bon, je ne vais pas dire que ce sont des politiciens, moi je ne suis pas dans la politique, mais les gens qui leur procurent les armes à feu, leur donnent ça comme moyen de se retirer de leur misère. Et c'est un faux message. Parce que ce qu'ils ne disent pas, il y a seulement une seule fin à ce chemin-là. Éventuellement, c'est où on prend la prison ou on mourir. Oui. C'est la fin du chemin. Okay? Ou bien un gang rival va te tuer, ou bien la police va finir par te prendre et va faire le reste de ta vie en prison. Mais expliquer ça à quelqu'un de 23 ans, quand tu es dans toute cette misère-là, tu ne penses même pas à demain ou la semaine prochaine. Il ne peut pas voir l'avenir. Alors, l'État, qui n'existe pas en Haïti, a une fonction de base de pouvoir créer des infrastructures pour retirer ces hommes-là de ces jeunes-là et leur donner une autre avenue, une autre façon de... une autre façon de faire, une alternative. Mais alors, ma dernière question serait, d'où viennent ces armes? Bon, on peut spéculer. Bon, voilà, je vais t'aider à répondre à cette question. Est-ce qu'on fait des armes en Haïti? Non, voilà. Pas à ma connaissance. Mais voilà. On n'a pas d'usine pour fabriquer des armes en Haïti. Alors, ces armes, si ce sont des armes américaines, elles viennent des États-Unis. Ce sont des armes colombiennes, elles viennent de Colombie. C'est aussi simple que ça, oui. Maintenant, étant donné qu'on ne les fabrique pas, on a seulement vraiment deux moyens pour faire ces choses-là entrer en Haïti. C'est la voie aérienne ou bien la voie maritime, et de là, il faut conduire ça. Ou la voie terrestre. Alors, vraiment, ce sont les trois moyens. Bon, il y a spéculation, ça vient de ces domaines, ça vient de Jamaïque, donne de la drogue pour des hommes, ce sont toutes des spéculations. Mais lorsqu'on écoute des nouvelles, le gouvernement courant, il y a un certain conteneur d'armes à feu qui a passé la frontière, ils savent où est le conteneur, ils savent à qui appartient le conteneur, mais personne ne fait de suivi avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce conteneur-là, soi-disant qui a tous ces armes à feu-là? Très bien. Tu comprends? Et ça coûte de l'argent, et ce ne sont pas des armes à feu qui coûtent de $25. Il faut avoir le pouvoir financier. Mais ce qui est plus important, c'est de découvrir la raison pour laquelle ils donnent les armes à feu. Quel agenda que les gens qui donnent ces hommes-là, ils ont? Est-ce que pour eux, créer l'instabilité leur permet de garder certaines positions que personne d'autre ne peut vraiment challenge, comme on dit? Et parce qu'ils n'ont aucun intérêt à voir des frères tuer des frères. Ça rapporte à quoi? Il y a certaines personnes qui bénéficient de l'insécurité. Pour eux, c'est dans leurs avantages d'avoir tous ces désordres-là. Et malheureusement, ce sont les innocents qui doivent payer les conséquences. Tu comprends? Et pour adresser ça, il faut avoir une société réunie avec un seul objectif, c'est de détruire ce réseau-là, complètement éliminer. Parce que moi, je pense qu'on peut toujours parler à ces jeunes-là, dans les ghettos, dans les endroits pauvres, et leur faire... Dès qu'on leur donne une autre possibilité, une autre façon de sortir de ce qu'ils ont maintenant, ils vont prendre... Ces gens-là ne sont pas nés assassins, ils ne sont pas nés bandits. Peut-être il y a un ou deux ou trois, oui, ils sont bons, des diables, quoi. On les adresse correctement. Mais les autres jeunes, ce n'est pas la vie qu'ils veulent. C'est pas la vie qu'ils veulent. En fait, ils n'ont pas d'alternative. Voilà. Il faut les aider dans ce sens-là. Mais c'est le job du gouvernement, qu'on n'a pas d'ailleurs. Alors on a beaucoup de problèmes. Oui, bon, alors on va voir comment y remédier, et il le faut. Richard, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Alors je rappelle que M. Lumarque est ancien membre de la police aux États-Unis et expert en questions sécurité. Merci d'avoir été avec nous. J'ai fait de mon mieux, merci. Voilà, et à très bientôt. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions et aux auditeurs aussi pour clarifier. Pour clarifier un petit peu. Oui. Voilà. Alors, on va espérer pour le mieux, je pense. On espère pour le mieux. Voilà. C'est bien ça. Ça a été un plaisir. D'accord. À bientôt.
Des habitants de certaines zones de la capitale et des villes de province sont préoccupés par la recrudescence du phénomène de l'insécurité. Selon le sénateur Ronald Larèche, le parlementaire a fait remarquer que l'arrestation du chef de gang, Arnel Joseph, n'a rien changé. Par ailleurs, des sénateurs demandent aux autorités policières de prendre leurs responsabilités. Même des interventions la police fait au niveau village des dieux, Grand Ravine, la police fait plusieurs interventions. La police sorti Bredouille, pas arrivé pénétrer zone. Au niveau Poste-Pierrot, la police fait plusieurs interventions avec des unités spécialisées. La police pas arrivé parce que Arnel gagne une centaine des hommes armés ensemble avec lui. Et je dis là comme côté centaine des hommes armés jusqu'à présent ils ont été la Tibonite qui a terrorisé la population. Ils ont parti encore ramification bande armée qu'elle gagne au niveau de Matissan, il a terrorisé la population alors que chef gang Kaïd la bandit lui-même la police arrêté sans sécurité, sans rien, sans bout de couteau, sans revolver, sans rien, sans motocyclette même machine qui était venue déposer là. Dans un premier temps on dit il a arrêté Arnel avec machine, avec des hommes. Tout le monde pensait que la police font travail. Et pourtant, son coup de théâtre, Arnel rend tête de la police. Ça a passé au niveau Matissan, il t'a résoudre. Ça a passé au niveau de la Tibonite, il t'a résoudre. Jusqu'à présent, bandits ont été sur route nationale, a fait checkpoint, a arrêté moun, checké moun, tant que c'est la police qui a fait checkpoint. Pas possible. Je dis à la, je pense que faut que la société a commencé à alléger pour la police prendre responsabilité. Je dis à demander pour Gédéon, au état-major la police prend responsabilité au niveau de Matissan, au niveau de la Tibonite pour que vous preniez responsabilité, que vous faites des informations, des interventions programmées, planifiées pour que vous-même vous mettez hors d'état de nuit toute bandit ça au cap dans la société haïtienne. Plusieurs organisations populaires proches du pouvoir en place ont lancé le week-end dernier une coalition baptisée Rassemblement des militants de base organisée, Rambo. Ces militants exigent leur intégration au sein de l'administration publique. Le coordonnateur de cette structure, Racine H. Serge, estime que les leaders des organisations populaires sont prêts à faciliter la réussite des projets sociaux dans des quartiers défavorisés. Le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a indiqué ce lundi que son parti a signé plusieurs accords avec d'autres structures politiques de gauche de l'Amérique latine. L'opposant farouche au pouvoir en place vient d'effectuer une tournée dans plusieurs pays. Il en a profité également pour annoncer la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale. Rodolphe Pierre-Louis a assisté à sa conférence de presse. Suivez ce reportage.
Le numéro 1 de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, tire un bilan positif de son séjour au Venezuela après avoir pris part à un forum organisé par des différentes personnalités du gouvernement vénézuélien, notamment le Parti socialiste de Hugo Chavez. En conférence de presse, Moïse Jean-Charles a présenté le bilan et a fait part des différentes activités qui ont été organisées lors de cette initiative. Le gouvernement vénézuélien parle avec particulièrement le numéro de pays, Diosdado Cabello, celui qui est président de l'Assemblée constituante, c'est lui-même qui est vice-président Parti socialiste qui est sous pouvoir, c'est Maduro le président, et c'est lui tout qui est numéro 2 pouvoir vénézuélien. Monsieur dit, peuple haïtien, c'est nous créer tête nous. Venezuela reconnaît il y a des dirigeants qui trahissent, mais ce n'est pas le peuple haïtien. Ils disent nous, ils mettent en pile support à la disposition du pays d'Haïti. Au moment opportun, ils vont montrer au peuple haïtien comment ils sont fidèles ensemble avec elle. Et dans l'émission Diosdado a fait, elle demande au peuple haïtien pour courir des dos qu'il a en Haïti. Comment cela s'est passé? Et nous-mêmes tout, nous faisons à peu près 3 heures de temps tête à tête avec Diosdado qui est numéro 2 pouvoir vénézuélien. Nous parlons en long et en large de tout problème qu'a prolongé la région là, problème tout qu'a prolongé le peuple haïtien et problème tout qu'a prolongé le peuple vénézuélien. Nous prenons une grosse décision. Ce n'est pas un bagage Moïse Jean-Charles, ce n'est pas un bagage parti Petite Dessalines, mais c'est un bagage pour pays, c'est un bagage pour les peuple haïtien. Venezuela dit malgré tout, il ne pas abandonner le peuple haïtien là, et nous avons celle pour nous continuer à gommer. C'est une grosse décision que nous prenons. Demeure-t-il toujours fidèle à ses revendications? Nous tous te connaissons, nous te dit, nous tournons mobilisation pour aller prendre dans le pays. Qui donc, mes amis, peuple haïtien, nous songeons. Ça qui est passé 14 août, date ça, son date importante, et bien nous demandons des paysans, nous-mêmes, gens qui ont été fait là, et bien nous demandons tout paysans, lever campé après le reprendre à partir de 14 août qui venir là, et pour arriver à partir 22, 23 août, qui ont même son date qui a symbolisé le pays d'Haïti, par rapport à la situation misère. Différentes décisions ont été prises. Le leader s'est abstenu de partager les décisions. Ce sera dans les prochains jours que nous saurons quelles ont été ces décisions. Mais entre-temps, il a reçu un prix. C'est un statut Chavez et le leader en est fier. C'était Rudolph Pierre-Louis, Télémétropole. L'administration générale des douanes vient de battre son propre record. Selon le directeur général des douanes, Roumel Bell, près de 4,5 milliards de gourdes ont été collectées pour le mois de juillet. M. Bell souligne que cette performance est à mettre à l'actif des employés de l'institution. En économie, si je ne me pas trompé, les gens qui pire passe dans le cadre de ça, l'économie pas marcher dans l'instabilité. Si je menti, n'importe qui est économiste qui a expliqué ça. Mais moi-même, je comprends que dans l'instabilité, l'économie n'a pas fonctionné là-dedans. Eh bien, je dis, n'a pas regardé recette là sans pétrole par là-dedans, puisque la population connaît le pétrole là, c'est l'État haïtien qui subventionne. Ça veut dire autrefois, il y a une recette pétrolière, mais je dis, il n'y a pas de gain. Ça veut dire sans pétrole, on va regarder avec collaboration et participation tout douanier qui sont sur le territoire, collaboration, participation, direction douane du port de Port-au-Prince et spécialement directeur André Pierre. Donc, nous arrivons à collecter 4,5 milliards de gouttes, c'est pour la première fois dans l'histoire douane sans pétrole. Moi, je dis ça encore, avec collaboration, tout employé douane dans la République, là, douane haïtienne, douane d'Haïti, arrive à collecter 4,5 milliards de gouttes avec tout effort que nous faisons, malgré les perturbations, malgré les turbulences, mais nous arrangeons nous-mêmes
pour nous arriver à collecter 4,5 milliards de gouttes dans le mois de juillet, qui a gagné un petit calme apparent, bien que son calme apparent, mais il était arrivé à faire plus ou moins qu'à travail dans tranquillité d'esprit. Donc, Une campagne de sensibilisation fiscale a été lancée par la mairie de Delma sur une période de 6 jours, soit du 5 au 10 août 2019. Cette activité vise à rappeler aux contribuables de cette commune leurs devoirs de citoyens, notamment le paiement des impôts locatifs. Selon l'édile de Delma, Wilson Jeudi, notre collaborateur Rodolphe Pierre était sur place. La mairie de Delma fait face à des contraintes budgétaires et selon l'édile de Delma, Wilson Jeudi, les événements des 6, 7 et 8 juillet derniers sont, semblerait-il, à l'origine de ce déficit. Pour tenter de récupérer ces fonds, une campagne de sensibilisation a été organisée par la mairie en vue de recruter des jeunes, leur donner des séances de formation. Pour plus d'explications concernant cette activité qui durera environ 6 jours, Wilson Jeudi dans son bureau. Objectif là est clair parce que c'est vacances et puis mairie Delma gagne un manque à gagner, nous avons un déficit budgétaire et parce que 5, 6, 7 juillet il y a un pile problème qui veut dire nous pas gagner, nous pas rentrer cop pour nous rentrer. Nous avons gagné un groupe jeune qui c'est Ascenseur 509 et le planifié pour nous capables faire du premier une sensibilisation fiscale des volontaires. Nous avons fait en ligne, dans petit espace de 3 jours, nous avons plus que 1000 inscrits. Tous les jeunes répondent pour Delma là. C'est universitaire, finissant ces vacances, ils ont envie de servir le pays. Ils ont décidé pour faire volontaire pour mairie Delma. Ça vient montrer nous tout n'est pas perdu pour Haïti. Et puis nous faisons formation pour eux, nous faisons séminaire toute une journée, samedi. Pour être supposé déployer jeudi, mais il y a un retard de gilet qui pas gagné souterrain, il y a gagné pour vous. Deux matins, tout le monde a déployé. Nous avons plus que 1000 jeunes qui ont déployé nos sensibilisations fiscales pour la mairie de Delma. Son grande première. Bon nombre de jeunes sont présents pour prendre part à cette activité selon les différents constats. Et d'après ce que l'édile de Delma a pu confier à la presse, Wilson Jeudi, le montant annuel s'élève à près de 800 millions de gourdes. Les événements des 6, 7 et 8 juillet dernier, il y a un déficit des centaines de milliers de gourdes, ce qui donne maintenant un montant de 700 millions de gourdes par année. Donc pour récupérer les fonds perdus, ces jeunes ont reçu cette formation. Et c'était Rodolphe Pierre-Louis, Télémétropole. Dans le culturel, la finale de Miss World Haiti s'est tenue le week-end dernier. Alisha Morancy a remporté cette nouvelle édition. La gagnante aura à représenter le pays à la 69e élection de Miss Monde qui se déroulera à Londres, au Royaume-Uni, le 14 décembre 2019. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et d'Elsie Dulassin. La finale du concours de Miss World Haïti s'est déroulée dans une salle comble du Vilat. Elles sont donc 8 candidates à postuler ce soir pour la couronne de Miss World Haïti 2019. Étudiantes, artistes ou femmes actives, et comme le dit le thème de cette édition, Nouveau les changements, les 8 prétendantes ont chacune d'entre elles une vision de son pays. Mais avant la séance de questions-réponses, place au traditionnel défilé en bikini. Cette année, le comité a opté pour la sobriété en proposant un maillot, une pièce pour l'ensemble des candidates. Présentée par Manouche Kaluberis et Jean-Jules Auguste, cette finale a bénéficié pour la première fois de la collaboration de plusieurs ex-Miss au sein du jury. Le défilé en robe de soirée terminé, les 8 modèles présentent au public leur vision d'Haïti, même si pour certaines c'est un peu plus compliqué que pour d'autres. Pour Alisha Morancy, la présentation de la ville du Cap haïtien passe inévitablement par un passage à la citadelle. Le Cap, une ville que l'on devrait, selon elle, honorer à sa juste valeur. C'est ville qui protège une 7e merveille dans le monde, qui c'est citadelle, que tout haïtien qui peut faire. C'est ville qui est symbole côté qui te gagné pour nous nèg vêtière que me penser en pile monde haïtien pas seulement touriste a supposé aller. Ville au Cap t'a supposé en ville que nous honorer et que nous même chaque haïtien prend ça pour nous visiter, qu'on histoire, qu'on ça qui sorti de nous. Changer notre mentalité sur nous-mêmes et la perception que l'on peut se faire d'Haïti est selon Vikael Melissa,
la clé du développement. Premier changement, c'est changer mentalité. Parce que moi, je pense pour un changement qui a commencé, c'est pour nous changer qui nous penser de pays. C'est pour nous que nous avons un pays qui est fort, nous avons un pays qui est bel et nous avons un pays qui est riche. Nous avons talent dans le pays, mais tout autant que nous ne pas changer qui gens que nous pensons pays et nous pas changer mentalité pour nous dire Haïti a changé, Haïti a changé, bagaille a pas changé. Et après une rude délibération, les résultats sont tombés. Alisha Morancy est la nouvelle Miss World Haïti. La première dauphine de Miss Haïti Monde 2019 est Serafina Saphir Moïse. Alisha Morancy est la Miss Monde 2019. Je dis merci bon Dieu qui toujours garde et merci à Haïti en général parce que je ne peux pas dire merci à monde qui te voté par contre combien qui te voté et merci à la famille. Nous c'est ça que je ne peux pas pour que je gagne. Merci en pile. Merci à chaque monde qui supporte à grande famille à grand monde. Merci et je voulais que réussite moi je dis son exemple pour toute jeune haïtienne. Pas jamais hésiter, oser. Le petit mot de la fin revient à l'organisatrice de ce concours, Anedi Azael Doura, qui nous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Je souhaitais que nous tous qui là, jeudi, nous prenions un petit peu de mouvement, que nous voulons changements et qu'on va continuer à faire ce changement. Parce que moi, en pile jeune dans la salle, nous traçons un pile exemple jeudi. Et moi, je souhaitais que nous continuions avec le travail que nous commençons. Durant un an, Alisha Morancy représentera notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. En octobre, elle participera à la grande finale mondiale de Miss World qui, cette année, se déroule à Londres, en Angleterre. L'artiste Jean-Jean Roosevelt a procédé ce lundi à la vente signature de son dernier album intitulé Grenadier à l'assaut. La vente signature a eu lieu à la place Jean-Jacques Dessalines dans le cadre d'une présentation de ce nouveau projet. Jérémy Tillon et Elsie Dulassin étaient présents. Suivez leur reportage. Je me trouve sur la place Jean-Jacques Dessalines à l'occasion de la 6e vente signature de l'album de Jean-Jean Roosevelt. Jean-Jean Roosevelt qui est un artiste plutôt humaniste avec des textes sociaux. Donc moi ce que je vous propose c'est d'aller le rencontrer pour justement découvrir ce 6e album. C'est donc un 6e album composé de 8 chansons que nous propose l'artiste Jean-Jean Roosevelt. Cet opus fait suite à Ma Direction, un album qui avait été salué par la critique musicale. Aujourd'hui, sur la place Jean-Jacques Dessalines, le chanteur souhaitait faire de cette activité un symbole en mémoire du fondateur de notre patrie. Grenadier à l'assaut, un titre chargé de signification, comme le souligne Jean-Jean Roosevelt. Pour cet album, pour ça qui traitait en dedans, il était important pour moi pour me présenter devant Papa Dessalines, qui c'est Père Nation Sahara, qui c'est monde qui bat nous 1804 ans, avec tout l'autre monde qui était avec lui. Donc je pense que présenter l'album Grenadier à la sous place Jean-Jacques Dessalines, c'est tout un symbole et que je voulais faire là aujourd'hui et je pense que le rêve l'a réalisé. L'année 2018-2019 a charrié son lot de frustrations et déceptions dues à la situation critique que le pays traverse. Les artistes eux aussi ont été touchés par le basculement d'Haïti dans l'incertitude, ce qui explique que les chansons qui gagnent cet album reflètent les événements qui secouent Haïti depuis plusieurs mois. C'est par rapport à toute frustration, toute colère que nous gagnons dans les temps par rapport à la situation pays. Des bagages que nous avons pensé depuis très longtemps, que nous dit, que nous avons dit en base de notre discussion avec des amis, que nous décidons d'extérioriser, mettre son CD, son album pour faire m'entendre. Donc, son album qui est enregistré en Haïti, et dans un mois, parce qu'il est clair que dans tout ça qui a passé dans le pays, dans un moment, ça il y a tellement de choses qui ne sont pas bon. Tout Haïtien, il y a une bonne chose qui passe en dedans, mais il ne pas osé dire. Ce qui fait force album, c'est parce que je sens que une bonne parole que je parle là, il y a des gens qui ont envie de dire, mais c'est parce que pas musicien, pas artiste, pas chanter, qui ne fait pas dire dans la chanson. Donc, en d'autres termes, c'est revendication, c'est colère, c'est frustration de tout ton peuple qui en dedans l'album. Malgré les blocages et manifestations à répétition, Jean-Jean Roosevelt souhaitait proposer un projet fini, produit et réalisé en Haïti. Aucun duo sur cet album qui a été enregistré intégralement chez l'artiste. Nous faisons comme ça parce que nous voulons camper derrière parole. Ça veut dire que comme c'est un album qui est très engagé, qui dit des vérités, qui cru et que ça arrive, il y a des gens qui sont blessés, qui ont des représailles, mais nous assumer tout ça qui dit sur l'album, ça fait nous pas engager
aucun autre monde qui pas de vle ou du moins qui pas comprendre qui orientation que album nan ka prend et puis pour arriver pour dire et moi que t'ai fait. Même gens, il y a des concerts m'a joué. Me dit mon pas obligé de chanter si yo mais quitter chanter pourquoi? Ouais, parce que pour moi il est important que des haïtiens qui conscients jodi là que nous pas qu'à ménager de intérêt personnel nous pour nous pas dire des bagailles qui a réveillé conscience ou du moins satire tout ton peuple. Jean-Jean Roosevelt sort donc son 6e album qui s'intitule Grenadier à l'assaut. Vous avez pu découvrir à travers cet entretien pourquoi il a réalisé cet album et dans quelles conditions. Moi je vous invite tout simplement à découvrir ce 6e album. C'était Jérémy Tillon pour Télémétropole. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs, à cette édition de Métro News. À très bientôt.